économiste qui a connu et traversé et raconté toutes les crises dont on parlait tout à l'heure avec Frédéric Oudéa. Et là, j'ai envie de vous demander comme première question, cher Patrick, est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on a déjà vu un retournement, un basculement économique, enfin de mémoire en tout cas d'économistes, aussi violent que celui qu'on est en train de traverser? Pas besoin de le décrire, chacun l'a un peu en tête. On est passé en gros de taux négatifs à des taux qui sont en train de monter, qui vont monter très vite, très fort. Une incertitude incroyable, une relative certitude sur le fait qu'on va avoir un monde inflationniste, un monde de pénurie, avec des problématiques industrielles d'approvisionnement qui inquiètent énormément sur notre capacité à continuer à vivre comme on vivait avant. Est-ce que ce changement, quel est le regard de l'économie sur la nature de ce changement? Et on va parler aussi de comment affronter cette situation. Oui, bonsoir à tous. Je crois qu'on a déjà connu un changement de ce type. C'était au début des années 1980, à la fin des années 1970, dans les chocs pétroliers, disait-on à l'époque. Et on a mis 10 ans à rééquilibrer nos économies, faire des économies d'énergie et vaincre l'inflation que les chocs avaient provoqué. Je crois qu'aujourd'hui... Donc c'est back to années 70. Oui, je crois qu'on sous-estime, dans ce que j'entends, parce que évidemment c'est récent, mais on sous-estime la taille du choc. On est passé d'une économie d'abondance à une économie de rareté. Alors juste un peu d'histoire très récente. La rareté commence en sortie de la crise de la Covid, où les consommateurs mondialement se décident à consommer beaucoup plus de biens et beaucoup moins de services qu'avant. Et nos appareils productifs n'étaient pas calibrés pour cette demande de biens. Et donc, on a une hausse très forte des prix de l'énergie, des métaux, du transport maritime, des semi-conducteurs, etc. Alors, le capitalisme étant assez réactif, on arriverait rapidement à être sorti de cette inflation-là, de cette première inflation, s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine. Et la guerre en Ukraine, malheureusement pour l'Europe, n'est pas quelque chose qui touche tout le monde de la même manière. Donc nous perdons 40% de notre gaz, nous arrivons à en récupérer à peu près 70% de ces 40%, mais il nous manquera quand même pendant 3 ans, 4 ans, nous dit la Commission européenne, et on peut faire les calculs, ça donne à peu près ça, il va nous manquer 3 à 4% de notre énergie, ayant fait toutes les économies possibles et imaginables. Donc c'est si on rallume les réacteurs qui sont éteints. C'est si on réallume les réacteurs nucléaires français dans un... Je ne sais pas pourquoi il y a un problème de son, peut-être. Dans une proportion normale, si on fait des économies, si on baisse la température des bureaux et des maisons, il nous manquera quand même 3 à 4% de notre énergie. Et ça, c'est un problème... C'est un problème qui est spécifique à l'Europe, puisque les États-Unis vont sortir de l'inflation. C'est déjà doucement le cas, parce que les États-Unis sont dans cette partie du monde capitaliste qui réagit au choc et qui fabrique plus de semi-conducteurs, plus d'énergie renouvelable et qui va sortir progressivement de ce choc inflationniste. L'Europe, elle, ne va pas en sortir avant 3 ans, 4 ans. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est assez grave. Et parce qu'à nouveau, c'est asymétrique. Si le monde entier était dans cette même inflation, mais là, l'Europe est seule dans cette inflation. Les prix de l'énergie en Europe, aujourd'hui, et pendant les 2 ou 3 prochaines années, seront 7 fois plus élevés qu'aux États-Unis. Et donc, effectivement, l'industrie intensive en énergie, alors c'est pas toute l'industrie, mais l'industrie intensive en énergie, vous savez que c'est l'agroalimentaire, la chimie, le verre, etc., aura une très très forte incitation à délocaliser. Alors bien entendu, ce n'est pas toute l'industrie, mais c'est un choc dont il ne faut pas sous-estimer l'importance. Donc une énergie chère, une énergie rare, et un problème de compétitivité pour l'Europe par rapport au reste du monde. Alors tout le monde connaît la formule de Mark Twain ou de Groucho Marx, la prévision est un art difficile, surtout lorsqu'elle concerne l'avenir. On a entendu les prévisions du ministre, 1% de croissance, 4,2% d'inflation, ça c'est pour l'an prochain. L'Allemagne, on sait probablement d'ores et déjà qu'elle sera en récession. Est-ce que vous croyez à ce type de prévision? Est-ce qu'on peut réussir à garder une croissance positive l'an prochain alors que l'Allemagne sera en récession? Oui, alors je voudrais
Bon, évidemment, espérons qu'on fasse 1% de croissance. Je crois qu'il faut aussi voir qu'on vient avec des handicaps. On a un premier handicap, ça a été largement abordé déjà, on a un handicap sur les compétences. Nous avons, vous savez qu'il y a une enquête qui fait peur à tous ceux qui la regardent, c'est une enquête qui s'appelle TIMSS, c'est l'enquête sur le niveau en maths et en sciences des enfants. C'est essentiellement en quatrième. Sur les 70 pays pour lesquels l'enquête TIMSS est faite, la France est dernière des 70 pays. Et donc ça, c'est quand même des choses qui sont compliquées à remonter, quoi. Donc, bien sûr, on a des écoles d'ingénieurs, on a de très, très bonnes formations de scientifiques, mais il y a quand même un gros problème de culture scientifique de la population. Une économie moderne, ce n'est pas seulement des ingénieurs top, c'est des techniciens, c'est des gens qui savent retourner des usines. Surtout quand on doit faire la transition énergétique. Voilà, donc ça c'est le premier souci. Le second souci, c'est que c'est pire d'ailleurs en France qu'en Allemagne, mais c'est vrai aussi en Allemagne, nous n'avons plus de gains de productivité. Et ça, c'est quelque chose qui est... par exemple, les États-Unis, quand les entreprises américaines ont une crise, un problème de recrutement, ce qui est très, très important aujourd'hui, un problème de profitabilité, elles ont cette capacité à faire des sauts de productivité, à se moderniser. En Europe, on a l'inverse. On a une dégradation continue de la productivité à chaque crise. Et là, nous sommes arrivés à 0 de gain de productivité depuis la crise de la Covid. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que d'une part, c'est dû à du sous-investissement et d'autre part, c'est dû à une assez forte baisse de la durée du travail par salarié. C'est un problème d'organisation du travail et qui est sans doute une réponse des entreprises aux difficultés de recrutement. Et donc, on est dans un monde où, aux États-Unis, une année normale, il y a à peu près 2,5 ou 3% de croissance. En Europe, avec le vieillissement, une année normale, et en France en particulier, il y a 0 de croissance. Et ça, c'est quand même un énorme handicap. Donc la première chose à réfléchir, c'est comment redresser ce qu'on appelle la croissance potentielle. Aujourd'hui, notre croissance potentielle, la croissance de long terme que nous savons faire, elle est en France de 0. Et ceci, malgré tout ce qui a été dit avant et qui est très impressionnant sur l'innovation, sur le développement des nouvelles technologies. Mais on a un tel faible poids de la partie très moderne et très productive de notre économie. L'industrie, c'est 9% des emplois en France, c'est 20% en Allemagne, que cette petite partie très moderne et très technologique n'arrive pas à entraîner le reste. Et on a cette production et cette croissance de long terme qui est très faible. Alors 1%, ça serait au-dessus de la croissance de long terme, ce qui est quand même peu probable l'année prochaine. Ce sera également une division par plus de 2 par rapport à ce qui sera le cas cette année. Donc c'est quand même un ralentissement très, très violent. Oui, mais cette année, c'est un effet de rattrapage. Alors, pour revenir sur l'Europe, la question c'est une Europe souveraine et autonome dans le nouvel ordre mondial. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Vous avez cité le cas de l'énergie. On va avoir une énergie beaucoup plus chère que les États-Unis. Est-ce que la bonne solution, ça ne serait pas de dévaluer l'euro? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on est un peu en train de faire? L'euro a pas mal baissé. La BCE a agi avec un certain retard, même si elle est en train de le rattraper. Est-ce qu'il y a une stratégie monétaire pour compenser notre faiblesse industrielle actuelle? Alors, une monnaie faible, c'est en général bon pour l'industrie et c'est mauvais pour les consommateurs et le reste de l'économie. Donc c'est un choix très pro-industriel, que ça améliore la compétitivité, mais ça appauvrit. On importe plus cher ce qu'on importe et le revenu est moindre dans les vices des autres pays. Donc c'est un choix difficile. Le choix de dévaluation, c'est vraiment un choix... Le fait est que l'euro a beaucoup baissé, même s'il s'est stabilisé depuis quelques jours. Oui, on est à... Bon, après, il y a le problème de compétitivité très spécifique des quelques prochaines années. Les coûts de production de l'industrie en Europe vont être supérieurs jusqu'à ce qu'on ait complètement compensé la perte du gaz russe et de l'électricité qu'on fabrique avec, vont être supérieurs de l'ordre de 15 à 20% aux coûts de production des autres pays. Donc on pourrait se dire qu'effectivement, la solution, c'est d'évaluer de 15 à 20% l'euro.
Alors, il y aura un petit effet négatif qui serait que ça rendrait les produits pétroliers, enfin le pétrole et le gaz importés plus chers, mais ça serait compensé par la compétitivité. Bon, cela étant, ce n'est pas ce qui va se passer parce que, au contraire, l'euro va plutôt se redresser puisque la BCE va être plus méchante que tout ce que les marchés financiers sont en train d'imaginer. Donc, on ne va pas utiliser cette technologie-là. Non, mais la seule technologie pour redresser une économie comme l'économie européenne ou l'économie de la France, c'est une technologie de l'économie réelle. Donc, c'est commencer par la formation, commencer par former des maîtres qui ensuite forment des enfants. Vous savez qu'on a simplement, quand vous enlevez la médecine, il n'y a que 10% des jeunes Français qui ont un diplôme scientifique. Et il y a 40% des jeunes Allemands. Donc déjà, former plus de jeunes aux matières scientifiques, et c'est un process très long. On ne peut pas escompter, redresser... Dans l'état où nous sommes, en réalité, redresser... Et là, on est dans le temps long, avant qu'on ait rattrapé ce retard. On est sur des process sur 20 ans, etc., comme l'ont fait la Finlande ou les pays nordiques, qui ont redressé leur système éducatif, puis on formé des ingénieurs, puis on refait de l'industrie. C'est pas quelque chose qu'on peut faire sur quelques années. C'est un process de temps très long. Alors, on est également, et on va peut-être terminer par ça, parce qu'il est temps malheureusement de conclure, on entendait Bruno Bonnell tout à l'heure et le débat sur la relance par l'investissement, et notamment ce plan France 2030. Bruno Bonnell disait, c'est vrai, 54 milliards, c'est beaucoup, mais en même temps, les besoins de la transition écologique sont d'à peu près 100 milliards par an. Donc, est-ce qu'on est à l'échelle et est-ce qu'il ne faudrait pas une sorte de New Deal, finalement? Est-ce que l'Europe, qui est en train de se rassembler quand même pour essayer de plafonner l'impact de la crise énergétique, on en parlait tout à l'heure avec le ministre, est-ce qu'il n'y aurait pas maintenant une solution positive par l'investissement massif dans cette transition écologique? Oui, il faut comprendre ce que c'est que la transition énergétique. C'est de l'économie d'après-guerre. Nous allons détruire du capital dont nous ne voulons plus nous servir, des centrales électriques au charbon. Tout ce qui est carbone. Tout ce qui est carboné, on va le détruire alors qu'il pourrait encore servir et on va le remplacer par un nouveau capital qui est décarboné. Dans 20 ans, on sera très content de l'avoir fait. Parce que d'abord, on émettra plus de carbone et on aura un capital neuf. Si on n'est pas mort d'ici là. Mais dans les 20 années qui viennent, il faut faire cette opération de remplacement du capital. Et pour les entreprises, c'est très violent, vous vous rendez compte? Alors, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises pour lesquelles ça consiste simplement à fermer des machines qui auraient pu servir et à la remplacer par d'autres machines qui n'émettent pas de CO2 pour faire la même production. Prenez la sidérurgie, par exemple, ou l'industrie automobile. Et donc, ceci, ça nécessite d'avoir à peu près, d'après les estimations internationales, 4 points de plus d'investissement par rapport à la situation d'avant. Nous faisons 2, effectivement. C'est bien, nous faisons 50 milliards d'investissements dans la transition énergétique. C'est la moitié du chemin. Et d'ailleurs, on voit que les émissions de CO2 se réduisent de la moitié de celles de l'accord de Paris. Donc, on est à la moitié. Et il faut passer à 4 points de PIB. Simplement, cette hausse, elle ne peut pas se faire, contrairement à ce qu'on entend parfois, elle ne peut se faire qu'en baissant d'autant la consommation. Parce que le PIB, il est ce qu'il est, notre production, elle est ce qu'elle est. Donc si nous devons investir 4 points de PIB de plus, nous devons consommer 4 points de PIB de moins. Et donc il y a un effort de type économie d'après-guerre à faire pour faire effectivement une relance par l'investissement. Et c'est là qu'il y a... que les concepts habituels de faible consommation, la sobriété. De sobriété, etc. interviennent. Ça a une vraie signification. Il va falloir vraiment qu'on consomme. Donc la fin de l'abondance, c'est pas un vain mot, la fin de l'abondance. Pour épargner plus et investir plus. Et c'est cet investissement supplémentaire qui sera de l'épargne en plus et de la consommation en moins. Dans les estimations qu'on a, il est à peu près par moitié fait par l'État et par moitié par les entreprises. Donc les entreprises, ça sera plus d'investissement et l'État, ça sera probablement plus d'impôts finançant plus de dépenses publiques. Jean-Christophe Tortora disait en tout début de cette réunion, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Je dirais que vous êtes un peu entre les deux. Non, mais à nouveau, on est en 1945. Je veux dire, on hérite d'une économie dont il faut remplacer une grande partie du capital. Et nos enfants ou nos petits-enfants seront très bien avec cette économie qui sera toute neuve. Et nous devrons épargner pour construire cette économie toute neuve. Donc vous pouvez le prendre d'une façon positive, d'une façon négative. Se sacrifier pour l'avenir de nos enfants. Quelle meilleure perspective pour transformer le monde. Merci Patrick Artus de cette conversation.
can your bold vision be transformed into long-term value? Is your technology moving fast enough to realize your ambitions? Are you reframing your future, or is the future reframing you? Realize your transformation with connected strategy, transactions, and technology. Realize your transformation with EY.